Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Prochain objet de la table ronde, la digitalisation du point de vente. Un sujet ô combien crucial aujourd'hui pour les retailers. On a eu un phénomène de développement il y a quelques années qui montrait une sorte d'innovation ou de modernité. C'est un marqueur d'innovation, de modernité pour les marques. Et quitte à parfois d'ailleurs gadgetiser cette approche de digitalisation. Et ce sujet a été réinventé et développé à marche forcée pendant le Covid. Donc l'objet de cette table ronde, c'est de comprendre aujourd'hui où nous en sommes, quels sont les principaux cas d'usage, les prochains défis, les prochaines innovations et comment une marque ou une entreprise aujourd'hui doit prioriser ses choix sur cette digitalisation. Pour évoquer tout ça, j'ai le plaisir de recevoir trois intervenants. Laurent Rapoport, directeur digital et e-commerce du groupe Casino, que je vous demande d'applaudir. Élise Ducret, Globe Retail Transformation Director pour L'Oréal Luxe. Et Sophie Boquet, directrice générale du réseau Printemps et Citadium. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet. On va attaquer par une première question de recontextualisation pour poser les fondamentaux. La digitalisation du point de vente aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est à Laurent que j'ai confié cette tâche délicate de sémantique. Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, effectivement, la définition de la digitalisation du point de vente, c'est relativement simple. C'est la mise à disposition d'outils digitaux sur la surface de vente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage très différents. Et moi, je trouve qu'il y a deux cas d'usage principaux qui ciblent des personnes différentes. Il y a les cas d'usage pour le client, donc proposer au client des outils digitaux qui fluidifient son parcours, qui réduisent les irritants, qui lui proposent une expérience nouvelle en magasin, et je pense qu'on va le détailler aujourd'hui. Et il y a toute la digitalisation qui est au service des salariés du point de vente. Et là, vous avez un certain nombre d'outils, certaines technologies même qui utilisent des intelligences artificielles, qui permettent d'améliorer la performance du point de vente et la productivité des salariés en magasin. Et là, l'innovation est assez riche aussi, et je pense qu'on reviendra un peu dans le détail sur ces différents cas. Quelques premiers cas d'usage quand même pour comprendre concrètement aujourd'hui, côté collaborateur et côté client. Qu'est-ce que vous mettez par exemple en place dans vos enseignes? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été testées dans les enseignes du groupe Casino. Côté client, il y a une première chose qui est vraiment hyper importante dans le parcours client, c'est l'encaissement, notamment dans la distribution alimentaire. Et on voit que depuis pas mal d'années, on développe des outils digitaux pour réduire l'irritant du passage en caisse. Donc vous avez aujourd'hui les self-checkout que je pense vous connaissez tous, qui permettent de s'encaisser, de scanner soi-même ses produits auprès d'une borne digitale. Ça existe depuis pas mal d'années. Vous avez le self-scanning, où vous prenez une petite duchette à l'entrée d'un supermarché ou d'un hypermarché, vous scannez vous-même vos produits, et du coup, vous n'avez plus, au moment du passage en caisse, à avoir le scanning de tous les produits. Ça accélère en tout cas le passage en caisse. Et maintenant, il y a une technologie qui émerge, qui est déjà live chez Monoprix, dans le groupe Casino, qui est de tout faire sur smartphone. Donc vous avez l'application de l'enseigne, vous allez scanner vous-même vos produits en magasin et vous passez en caisse comme dans un parcours 100% digital et du coup sans passer par les caisses physiques. Donc vous faites le check-out sur mobile. Donc ça c'est vraiment intéressant pour réduire les irritants et fluidifier les parcours clients. Après, il y a beaucoup d'autres cas sur lesquels on reviendra aujourd'hui, notamment avec Élise et Sophie, qui permettent de donner de l'information sur le produit aux clients, de donner de l'information sur la disponibilité des stocks, par exemple, de donner de l'information sur l'usage, de donner des conseils d'aide à la vente qui permettent vraiment d'avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires du magasin et voilà, et de rendre l'acte d'achat plus facile, plus fluide. Et il y a un cas d'usage qui est intéressant chez Monoprix, on teste actuellement un caviste virtuel. Donc vous avez une borne qui vous permet de choisir votre vin, où vous rentrez le niveau de prix que vous souhaitez, vous rentrez le repas que vous allez faire ce soir, vous rentrez vos préférences, et on vous propose tout de suite le produit adapté à l'usage que vous souhaitez. Et ça, c'est un cas assez intéressant pour faciliter l'expérience d'achat.
Merci Laurent. Élise, côté L'Oréal, on a aussi beaucoup parlé pendant la préparation de l'information, qui est un des cas d'usage le plus courant aujourd'hui de la digitalisation. Vous avez aussi beaucoup insisté sur l'expérience qui, pour vous, a complètement changé finalement la relation consommateur-marque. Oui, alors tout à fait. Moi, j'aime bien repartir du consommateur, et notamment des jeunes générations. Hein. On les écoute beaucoup, mais c'est hyper important parce qu'elles font évoluer les usages. Le mobile a tout changé. Et donc, le comportement d'achat en point de vente, il a changé. Et par rapport à ça, le consommateur arrive sur un point de vente et nous devons lui fournir une information enrichie. Le produit en tant que tel ne suffit plus. Il a besoin qu'on lui explique comment l'a sourcé, de quels ingrédients il est composé, comment l'utiliser, quels sont les avis consommateurs, est-ce qu'il peut discuter avec quelqu'un en live streaming ou en téléconsultation, etc. Donc c'est cet usage consommateur qui fait qu'un des use cases sur lequel on travaille, c'est pousser une information enrichie sur le point de vente autour de nos produits pour accompagner le consommateur dans sa connaissance. Et le deuxième sujet, donc bien sûr, il y a aussi le back-office, mais ça, on en reparlera un peu tout à l'heure. Chez L'Oréal, c'est autour de l'expérience. Donc aujourd'hui, on développe beaucoup de services qui vont au-delà du produit. C'est-à-dire, vous allez en point de vente, vous voulez avoir un diagnostic personnalisé, soin de la peau, choix du fond de teint, coloration, routine capillaire, etc. Donc, on déploie des outils, donc on appelle ça la beauty tech, pour justement accompagner, là encore, le consommateur dans... Élie, je vous coupe 2 minutes. Si on pouvait en mute diffuser la vidéo, justement, L'Oréal sur la beauty tech. Et pardonnez-moi, je vous laisse reprendre. Ah ben, génial. Donc, elle va tout dire, cette vidéo, en fait. On accompagne finalement le consommateur dans son choix produit, mais surtout, on apporte un diagnostic personnalisé. Et ça, c'est un des gros use cases sur lesquels on travaille, qui soit effectivement digitalisé avec des outils en point de vente, online, mais aussi à domicile. Et c'est ça l'orientation qu'on prend au niveau du groupe. Sophie, le Citadium, le Printemps, de très belles enseignes. Chez vous, quels sont les cas d'usage les plus importants ? Alors, on a toujours le maître mot à Citadium et au Printemps, c'est convenience and discovery. C'est ce qui est pratique et ce qui permet aussi de découvrir dans un lieu de vente, dans un seul lieu de vente, beaucoup de marques et beaucoup de produits. Alors, quels sont les use cases qu'on a mis en place ces dernières années pour permettre à la fois la partie convenient et la partie discovery? D'abord, la partie convenient. C'est très important ce qu'a dit Laurent. Non seulement ça concerne le client, mais ça concerne beaucoup le collaborateur. Donc, ce qu'on a mis en place, par exemple, le click and collect. Le click and collect, tout le monde connaît évidemment. Hier, on a eu le Cyber Monday, donc autant vous dire que le click and collect va exploser aujourd'hui. Grosso modo, on a 25% de nos livraisons sur le site de citadium.com qui se font au click and collect. Donc on s'est dit comment on fait pour simplifier tout ça. Eh bien, nous avons maintenant depuis 2 ans un click and collect complètement automatisé qui permet d'abord au collaborateur, c'est hyper simple, il reçoit le colis, il le met comme ça presque de façon automatique dans le clic et tout va se gérer automatiquement et le client arrive avec son QR code et va prendre le colis, ne parlera pas à un vendeur s'il n'a pas envie de parler à un vendeur, ne fera pas la queue et partira. Donc ça c'est vraiment, et ça marche hyper bien, 25% de click and collect, c'est vraiment grâce à ça. La deuxième chose qu'on a mis en place, un des gros irritants dans nos magasins et en particulier Citadium où on vend beaucoup de sneakers, c'est essayer une paire de sneakers. Aujourd'hui, on sait, on trouve une sneakers, on se dit, il faut que je trouve un vendeur, est-ce qu'il y a ma taille, est-ce qu'il y a la couleur que je veux, etc. Donc chez Nike, on a mis en place le fait de pouvoir scanner le produit sur une application sur son téléphone, scanner le produit, de voir immédiatement d'abord si la taille qu'on souhaite est disponible, la commander, presque, s'asseoir tranquillement dans un canapé et attendre que le vendeur vienne vous la faire essayer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne excessivement bien, qu'on aimerait mettre en place avec toutes nos marques, mais évidemment, ça nécessite pas mal d'investissements et pas mal de tech derrière tout ça. La troisième chose aussi, et Laurent en a parlé, ça concerne l'encaissement. C'est clairement un des irritants majeurs de nos consommateurs, de nos clients. On a mis en place depuis maintenant quelques mois dans notre nouveau petit printemps à Deauville, qu'on a réouvert il y a maintenant 5 mois après une rénovation complète. Et on a bien sûr pris en compte tous les souhaits des consommateurs et d'aller vite au moment de l'encaissement.
On a c'est très simple, hein, des petits terminaux mobiles qui permettent, quand on est en train, par exemple, d'essayer une chaussure, ou une paire de chaussures ou un manteau, au moment de la décision d'achat, hop, tout de suite, on paye. On n'a pas besoin d'aller à une caisse, d'attendre, de changer. Donc ça change pas mal à la fois pour le client, mais aussi pour le collaborateur. Donc ça, c'est toute la partie vraiment convenient. Sur la partie discovery, c'est l'expérience. C'est ce que disait Élise. On le sait, hein, c'est le futur de nous, retailers physiques, c'est de créer beaucoup d'expériences, beaucoup d'émotions avec nos clients et nos visiteurs. Donc il y a plusieurs choses. La première chose, c'est quand on a refait Citadium Caumartin il y a maintenant 3 ans, on a décidé de mettre en place un studio, qui est vraiment comme un studio de musique, qui nous permet de créer vraiment beaucoup de contenus. Alors à la base, c'était des contenus musicaux, mais maintenant, c'est beaucoup de contenus expérimentaux sur de l'upcycling, un certain nombre d'expériences avec nos marques ou avec nous-mêmes, de meet-up avec des influenceurs ou des stars. Et tout ça est toujours relié à la fois sur notre site et surtout sur les réseaux sociaux, essentiellement TikTok et Instagram. Donc ça permet vraiment, là aussi, de faire cette partie expérimentale en magasin, de la digitaliser et de créer de l'envie à nos consommateurs de venir nous rejoindre. Donc voilà un peu ce qui nous permet de... Et puis la deuxième chose qui est là pour le coup au printemps et qui est née pendant... J'aimerais d'ailleurs qu'on passe les slides parce que je vois déjà de quoi vous allez nous parler. Oui. Je pense que c'est du live shopping. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est venu pendant le Covid, hein, parce que pendant le Covid, hein, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une des raisons aussi où on a vraiment digitalisé nos points de vente à fond, puisque je rappelle que nos points de vente, ils étaient fermés pendant le Covid, donc il a bien fallu trouver des solutions pour quand même continuer à faire du business. Pendant le Covid, on a nos personal shoppers, hein, qui sont des vendeurs, comme le nom l'indique, qui s'adressent à un client. Nos personal shoppers ont commencé petit à petit à faire des ventes en allant dans le magasin fermé, au téléphone ou via WhatsApp avec des clients, des clients à eux. Et puis, on s'est dit, finalement, c'est une bonne façon vraiment de à la fois faire des ventes online ou faire des ventes à distance, mais de les faire via le point de vente. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a lancé ça depuis 18 mois. On a fait, je crois, plus de 40 live shopping. C'est un mercredi sur 2 à 18h. On crée donc vraiment ce rendez-vous. Nos personnel shoppers viennent présenter des produits. Ils sont dans le magasin, dans un studio. Ils viennent présenter des produits et on peut, le consommateur qui est sur son smartphone, qui est soit sur printemps.com, soit sur Instagram en diffusion live, peut évidemment regarder le produit, poser des questions, chatter, interagir et évidemment à la fin acheter. Et c'est un vrai succès. On a de plus en plus de nos marques. On a eu des Montclair, des Canada Goose par exemple qui nous ont demandé de participer à ces lives parce que ça permet vraiment d'humaniser un produit qui est en vente sur notre site printemps.com. Alors, avant de repartir sur une nouvelle question qui sera l'impact sur le chiffre d'affaires, je voudrais juste on avait vu en préparation, on avait eu un débat sur le fait que cette digitalisation permettait aussi de finalement réharmoniser l'expérience web, l'expérience point de vente physique. Alors, dans certains secteurs, c'est le cas depuis longtemps. Vous me disiez qu'en matière de mode, c'était quand même assez nouveau. Cette digitalisation du point de vente permettait vraiment de remettre à niveau le web. Et tout ça, finalement, ça n'avait que très peu de temps pour vous. Oui, vous savez, certainement, le printemps a plus de 150 ans, Citadium a plus jeune, a plus de 20 ans. Mais évidemment, on est avant tout des enseignes de retail physique. Et donc, quand on a commencé à travailler, à être sur le web, donc sur citadium.com et printemps.com, il a fallu, avant toute chose, unifier les stocks, ce qui n'était pas du tout le cas. On avait des stocks, ça a l'air complètement dingue, mais on avait des stocks pour les magasins, on avait des stocks pour le site. Donc, on a commencé à faire ça, mais vraiment la base de tout. C'est-à-dire le stock commun, ça permet d'avoir une vraie omnicanalité. Et ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a plein de gens dans cette assemblée qui ont peut-être vécu ça ou qui ont aidé les retailers, on va dire, historiques à gérer ce sujet-là. Mais c'est vraiment grâce à ça, grâce à cette uniformité du stock, qu'on a permis vraiment de lancer l'omnicanalité. Et c'est ce qui permet aussi... On a un réseau de magasins qui est très particulier, puisque le plus grand Printemps, il fait 45 000 m², et le plus petit, celui de Deauville, il fait 1200.
Le plus grand Citadium, il fait 6 000, le plus petit fait 500. Donc comment on fait pour proposer une expérience qui soit pas similaire, mais en tout cas qui soit proche dans un magasin de 45 000 et dans un magasin de 1200. Évidemment, la digitalisation et la possibilité d'acheter soit sur le site printemps.com, soit même éventuellement dans d'autres magasins, nous permet, là pour le coup, de complètement changer l'expérience qu'on offre à nos clients. Alors justement, donc là, je vais enfin revenir à cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Est-ce que cette digitalisation, au-delà de fluidifier l'expérience et l'expérience consommateur, a un impact direct sur le chiffre d'affaires? Élise, peut-être? Un grand oui. Un grand oui. Alors, j'ai 2 exemples à partager. Donc, je parlais de pas mal de beauty tech. Hein. Donc, quand on utilise un outil de diagnostic pour aider à choisir une routine skincare ou make-up sur mesure, on voit qu'on va chercher jusqu'à 70% de conversion derrière. Donc, il y a un impact vraiment très, très fort. On multiplie par 2 les paniers moyens, puisqu'effectivement, on va pousser la routine complète. Donc, ça va de soi, mais avec un outil, ça aide à convaincre davantage la recommandation de la Beauty Advisor. Et l'autre élément, c'est on a mis en place en Corée un outil de replenishment automatisé, ce qui a permis d'améliorer de 60% la productivité des équipes, parce qu'effectivement, elles se concentrent sur autre chose. Donc, pour nous, c'est fabuleux. Plus 15% de disponibilité produits sur le point de vente. Donc, vous savez très bien que les consommateurs se plaignent souvent de ne pas trouver les produits quand ils y vont dans un point de vente. Et donc, un impact direct sur le NPS conso. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, plus on automatise, plus on digitalise avec des outils qui améliorent la performance ou qui aident à convaincre le consommateur, un impact chiffre derrière. Sophie, pareil, pour vous, je crois que c'était un grand oui aussi. C'est pareil, exactement comme Élise, c'est évidemment un grand oui. D'abord, avant tout à l'heure, Élise le disait, le mobile, bien sûr, a complètement changé la donne dans le retail depuis 10 ans maintenant. Souvent, la vente en magasin, elle commence dans son canapé le soir entre une série Netflix et un match de foot, où on est là en train de se dire, tiens, si j'ai envie de me trouver une robe ou une paire de bottes, etc. Et on voit aujourd'hui que sur 100 clients qui vont sur les sites printemps.com ou citadium.com, on en a 5 qui vont terminer par un achat en magasin. Donc c'est beaucoup plus que les clients qui vont acheter finalement sur le site. C'est 5 fois plus, donc c'est important. Et puis aussi, quand même, nos clients en magasin vont, je le disais tout à l'heure, avec cette possibilité d'étendre le stock, vont également pouvoir acheter eux aussi sur le digital. Donc il y a vraiment une vraie complémentarité, alors que ce n'était pas gagné au départ. Hein, on le sait, au début, les magasins étaient quand même assez frileux de ce qui pensait être une concurrence. Et aujourd'hui, au contraire, l'omnicanalité, c'est vraiment quelque chose qui est clé chez nous et où les collaborateurs ont bien compris qu'ils avaient tout à y gagner et que c'était un vrai vecteur non seulement de chiffre d'affaires, mais de fidélisation. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du click and collect, le client qui achète son produit online, qui vient le chercher en click and collect et qui va l'essayer, va forcément rencontrer des gens sur place et va avoir de l'émotion grâce à des rencontres qu'il va faire sur place. Vous me parliez aussi du phénomène TikTok en me disant que ça aussi... Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Les réseaux sociaux, évidemment, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse, qu'on est dessus, encore plus Citadium que Printemps, évidemment, du fait de la génération qui sont notre cœur de cible, c'est-à-dire la génération Z, les moins de 25 ans. TikTok, c'est quelque chose qui peut permettre de mettre en lumière un produit de façon quasi instantanée, c'est-à-dire c'est 2-3 jours. On a l'exemple assez récemment, par exemple, du pliage de Longchamp. Je pense que tout le monde connaît ces sacs, les pliages de Longchamp, qui vous semblent être des sacs plutôt traditionnels, etc. Puis, à la dernière rentrée des classes, il y a eu un phénomène, il y a eu un challenge sur le sac Longchamp fait par des jeunes filles qui disaient, en gros, devinez ce qu'il y a dans mon sac Longchamp. Et ça a été une ruée vers ces sacs de nos consommateurs. Il y a eu la marque Adidas qui a lancé, on va dire classiquement, vous avez certainement vu la Gazelle, la Samba, avec plein de campagnes marketing, super, ça marchait. Et puis, il y a une autre paire de sneakers Adidas qui s'appelle la Campus. Celle-là, ils n'ont pas mis de moyens dessus, ils ne l'ont pas lancée avec des campagnes de marketing, sauf qu'il y a eu un jeune
influenceur skate qui a pris cette chaussure, c'est celle qui a le mieux fonctionné parce que c'est grâce à TikTok qu'elle a été mise en avant. Alors, parfois, il y a des choses qui sont involontaires. Souvent, c'est évidemment soutenu par la marque. Donc, un impact direct de TikTok au magasin. Laurent, vous me parliez, vous étiez d'accord avec Élise sur le fait qu'en termes de chiffre d'affaires, finalement, la productivité pouvait aider à cet impact sur le chiffre d'affaires. Oui, alors on a vu qu'évidemment, il y avait un impact direct sur le chiffre d'affaires des points de vente quand vous améliorez l'expérience client. Forcément, vous drivez après du trafic en magasin, de la récurrence, de la fréquence d'achat. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres use cases qui vont avoir un impact direct sur la rentabilité et pas forcément directement sur le chiffre d'affaires. Et là, on se parle justement des cas d'usage autour des collaborateurs et autour du point de vente lui-même et pas directement tourné vers le client. Et un exemple que j'ai en tête, ça utilise de l'intelligence artificielle et notamment de la computer vision. C'est d'avoir des caméras en magasin qui analysent un certain nombre de comportements et qui vous donnent de la donnée que initialement que les humains peuvent avoir. Et par exemple, pour détecter les comportements frauduleux en caisse, on est en train de tester des caméras qui identifient des comportements frauduleux et qui vont mettre une alerte en disant « Attention, tel client n'aurait pas passé en caisse tel produit ». Et donc là, on l'invite à se diriger vers le vigile où on lui dit « Il semble que vous ayez oublié de scanner un produit ». Donc là, sur un Très sujet, poliment, donc. Voilà, non, mais sur un sujet qui est un vrai irritant pour les distributeurs, pour le compte d'exploitation des magasins, il y a un levier pour réduire la démarque en utilisant de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Pareil pour les ruptures. Ce même type de technologie, la computer vision, vous permet d'analyser les rayons des magasins, de détecter des ruptures et potentiellement de générer des commandes automatiques quand on identifie des produits en rupture. Donc c'est hyper intéressant à la fois sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, et il y a plein d'outils qui améliorent aussi la productivité des salariés en magasin, donc indirectement améliore le compte d'exploitation des magasins. Élise, maintenant, c'est à votre vision internationale que je m'adresse. Est-ce qu'on est finalement en France? Est-ce qu'on est dans les clous en termes de digitalisation du point de vente? Vous avez une vision internationale sur les différents marchés. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est dans les clous? Où est-ce qu'on en est par rapport au reste du monde? Je pense qu'on a beaucoup progressé. On a passé la phase de gadgetisation, gimmick, de réalité virtuelle, etc., qu'on mettait un peu partout dans les points de vente, où là, on a, comme disaient Laurent et Sophie tout à l'heure, travaillé sur des outils qui finalement manipulent la data. Ce qu'on voit dans d'autres marchés, notamment en Asie, c'est qu'effectivement, le mobile en Asie, il a tout changé, forcément, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est surtout l'usage de la data qu'on met à disposition dans toute cette digitalisation qu'on intègre dans les points de vente qui change tout. Parce que si vous déployez un outil, comme je reviens sur mon exemple d'outil de diagnostic skincare en point de vente, alors pour L'Oréal par exemple, pour une marque de Lancôme chez un retailer, et que vous n'êtes pas en capacité d'envoyer les résultats du diagnostic à la consommatrice, parce que vous n'avez pas accès à sa data, et qu'ensuite, vous ne pouvez pas lui envoyer justement toute la routine d'utilisation, tous les tutos qui vont aider à comprendre la routine qui lui a été proposée, on perd une partie de l'expérience. On s'arrête au milieu du chemin. Donc, ce qu'il y a en Asie, qui franchement marche très bien, c'est ce partage de la donnée entre les marques et les retailers. Clairement, c'est le succès, ce qui permet cette digitalisation. Donc, manipuler cette data, en faire quelque chose dans le sens du consommateur. En France, ça change. On a de plus en plus d'outils qu'on déploie pour apporter, là encore, cette connaissance unique à chaque individu. Je pense que c'est ce changement-là qui va faire qu'on va encore plus accélérer. En tout cas, il y a une belle évolution et on est sorti de cette phase de gimmick, on va dire. Mais vous me disiez quand même qu'on était encore très loin de ce que notre monde pourrait être dans 10 ans. En Asie, on n'a plus de carte bancaire, tout se fait par le mobile, donc on est encore, là encore dans un autre monde. Mais on y va. Grand besoin de la digitalisation du point de vente, c'est le vendeur connecté, augmenté. Où est-ce qu'on en est très concrètement sur cette tendance-là, Élise? Alors, chez nous, on les appelle les beauty advisors, augmented, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elles elles et ils doivent manipuler toutes sortes d'informations. Donc, on doit les aider à prendre connaissance de l'écosystème dans lequel ils travaillent. C'est-à-dire, elles doivent connaître aujourd'hui les produits,
les ingrédients, les valeurs des marques, la concurrence, parce qu'un consommateur arrive souvent en point de vente en disant j'achète ça, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? Donc vous devez savoir de quoi parle, enfin, en quoi vous allez trouver la réponse. Ils ont vu quelque chose sur les réseaux sociaux, donc ils veulent aussi que le Beauty Advisor en face soit au courant de cette information. On doit maîtriser la Beauty Tech, tous les outils diagnostiques qu'on met en point de vente. Donc, clairement, on doit accompagner nos Beauty Advisors dans leur connaissance et dans leur expertise produits, marques et écosystème, on va dire, beauté. C'est hyper important. Pour ça, on a développé une application, un outil avec Microsoft qui s'appelle One Retail. Donc, on équipe toutes nos populations dans le monde entier, à la fois nos Beauty Advisors en propre, mais aussi ceux qui sont chez nos retailers. Donc là, on vient de valider un partenariat avec Douglas, qui a mis à disposition cet outil auprès de leur Beauty Advisor. Et c'est vraiment leur fournir de l'information sur tout cet environnement beauté en temps réel, pour maîtriser finalement plus de choses que le consommateur qui va arriver face à elle. Parce que ça, c'est vraiment un des enjeux qu'on a. Donc, il y a les informer, donc les accompagner dans leur connaissance beauté. Et l'autre sujet, c'est les doter d'outils qui vont les aider à accompagner leur discours et leurs recommandations consommateurs. Donc là, on travaille, donc on parle beaucoup de beauty tech, mais aussi de clienteling. Donc le clienteling, je sais que Sophie, tu vas en parler un peu, donc je ne vais pas tout dire. Mais pour nous, il a un sens très très fort. C'est parce qu'il va réunir finalement toute la connaissance autour de la marque et du point de vente. À la fois, on va pouvoir réunir une vision consommateur online et offline, puisqu'il est quand même ridicule d'aller dans un point de vente et faire une recommandation quand 2 jours avant, le consommateur a fait la même chose en ligne. Donc, il faut maîtriser cette information-là. Il faut connaître effectivement les produits dont je parlais tout à l'heure. Avoir une connaissance sur les stocks, c'est hyper important. Et puis surtout, avoir des outils de conversation. Quand je quitte mon point de vente demain, je veux quand même être en contact avec le Beauty Advisor qui m'a apporté un conseil. Donc, nous, chez L'Oréal, on doit développer des outils qu'on appelle de conversation pour justement avoir cette espèce de personal beauty coach à domicile qui va maintenir ce lien. On est quand même dans un monde où on zappe très vite. Et surtout dans la beauté, l'univers est très concurrentiel. Donc, l'innovation remplace l'innovation constamment. Donc, il faut créer ce lien entre le Beauty Advisor et le consommateur et faire en sorte que on le maintienne sur la durée. Alors Sophie, ce fameux outil de clienteling au printemps, est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Alors, avant de parler de l'outil de clienteling, on va d'abord parler de ce qu'on a depuis 2 ans maintenant, qui est simple, ce qu'on appelle un front de vendeur, et qui permet à tous nos vendeurs, ou quasiment tous nos vendeurs au printemps, et depuis quelques jours, c'est tout récent à Citadium, de proposer d'acheter un produit sur le site printemps.com, Place des Tendances également, parce que c'est aussi une marque qui est dans notre groupe, et citadium.com. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, et c'est ce qui permet aussi d'avoir très vite une information sur le produit. Tout à l'heure, Élise le disait, aujourd'hui, le métier de vendeur, il a complètement changé, puisqu'il se retrouve en face de gens qui connaissent mieux le produit que lui. Ça, c'est sûr, et c'est vraiment une évidence, et encore plus dans les jeunes générations. Donc ça, cet outil de front de vendeur permet aussi de s'appuyer, pour le vendeur, de s'appuyer sur un device et lui donner de l'information. La deuxième chose, c'est nos personal shoppers, qui, Élise aussi parlait d'outils conversationnels, qui maintenant, depuis à peu près 1 an. Donc les personal shoppers, il y en a, c'est à peu près une centaine au printemps, hein, dans tous les magasins, et qui sont, si vous avez envie, vous allez sur le site printemps.com, vous choisissez, vous réservez un temps avec une personne, et cette personne est complètement dédiée à vous. Et pour vraiment aller plus loin, pour justement ne pas s'arrêter juste au moment de la rencontre en physique, on a aussi des outils conversationnels qui sont plutôt via du WhatsApp, sur des téléphones, pour pouvoir prévenir le client quand on a un nouveau drop ou quand il y a une nouvelle opération, etc. Et puis, donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place ces dernières années. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un outil de clienteling pour avoir une relation encore plus personnalisée avec chacun de nos clients, et surtout donner la possibilité à nos vendeurs ou à nos personal shoppers d'avoir une connaissance plus globale de ce que veut le client, qu'est-ce qu'il a acheté avant,
Si c'est de la beauté, eh ben, qu'est-ce qu'il a acheté comme produit, donc ce qui permet de lui proposer des produits complémentaires ou de savoir à sa prochaine visite s'il en était content. Évidemment, de connaître, de savoir quels sont les prochains événements dans sa vie, que ce soit un nouveau job, un mariage, etc., et qui là aussi permet de l'accompagner. Et aussi permet à tous nos beauty advisors, pour rejoindre ce que disait Élise, c'est aussi de permettre de faire des diagnostics de peau. Donc ça, c'est tout récent. On est encore sous format de training et de lancement, mais on pense que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider nos collaborateurs et aussi satisfaire nos clients qui seront contents d'avoir une vraie relation one-on-one avec les équipes de vente. Laurent, vous allez encore plus loin puisque vos enseignes sont très en avance en matière d'IA et d'IA générative. Donc vous êtes déjà en train de tester, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais le vendeur virtuel. Et bon, voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors effectivement, chez Cdiscount, c'est quelque chose qui se développe depuis quelques mois maintenant, d'avoir des vendeurs 100% virtuels. Ça, c'est permis évidemment par l'IA générative qui permet donc à un robot de répondre aux attentes des clients. Et en termes de performance, de taux de transformation, on observe des résultats hyper positifs parce que votre vendeur virtuel, il peut screener les 80 millions de références qu'on trouve sur Cdiscount. Donc on peut rentrer par l'usage, le client rentre sur un usage, ce dont il a besoin, quel type de fonctionnalité, comment il va utiliser le produit. Et là où un vendeur classique n'aurait qu'une connaissance partielle, parce que c'est impossible de connaître les fiches produits de 80 millions de produits, l'IA générative et les algorithmes d'intelligence artificielle permettent justement d'avoir une connaissance parfaite de l'assortiment produit et donc de répondre de manière extrêmement précise aux attentes des clients. Et pour l'instant, les résultats sont extrêmement positifs. Avec en plus un rapport humain qui est extrêmement fluide, je crois, dans l'expérience. Ça veut dire que vous avez même des... Je crois qu'il y a 70% des clients qui ne se rendent pas compte qui discutent avec de l'intelligence artificielle et non pas avec un humain. Donc vous leur dites, mais ils oublient plutôt. Exceptionnel. Voilà, vous leur dites, mais en fait, ils oublient, ils disent merci à la fin. En tout cas, c'est ce que j'avais pu voir avec un interlocuteur de Cdiscount. Autre question, comment choisissez-vous? On a parlé justement du travers, il y a peut-être 7-8 ans, du travers de gadgetisation dans lequel avait été la digitalisation du point de vente. Aujourd'hui, j'imagine donc qu'on est plutôt dans une notion de priorisation. Comment on choisit les cas de digitalisation du point de vente pour son enseigne? On commence peut-être par Laurent. Déjà, il y a un sujet de budget. C'est-à-dire, si vous voulez vous lancer dans tous les outils digitaux, multiplier les use cases, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. Tout le monde cherche un peu à comment améliorer ses performances avec l'IA générative, avec ce que proposent les outils qui utilisent de l'intelligence artificielle. De mon point de vue, il ne faut pas complètement se disperser. Il faut essayer d'identifier des cas d'usage qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont un vrai ROI, un impact direct sur le chiffre d'affaires ou la rentabilité, plutôt que d'essayer de tester des dizaines de choses dont uniquement quelques projets aboutiront. Voilà. Après, nous, on se focus sur les projets à forte valeur ajoutée et qui ne déshumanisent pas complètement le commerce. Moi, je travaille dans une enseigne qui a beaucoup de points de vente de proximité. Et c'est vrai que les clients, ils viennent aussi pour le lien social, ils viennent pour l'aspect humain du commerce, ils viennent pour rencontrer des gens. Le e-commerce aujourd'hui permet d'avoir une expérience toute digitale. Donc les clients qui se rendent en point de vente, ils ne veulent pas avoir une expérience qui soit complètement digitalisée. Ils ont besoin de ce contact humain. Donc dès lors qu'on va trop loin dans la digitalisation, on peut se heurter aux attentes des clients qui viennent en magasin. Et je pense que l'exemple du magasin autonome est un bon exemple. Ça a été, c'est en cours de test en France, chez certaines enseignes. Ça ne se déploie pas comme ça a pu se déployer dans les pays anglo-saxons. Là, vous êtes vraiment dans la digitalisation à l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un humain dans le magasin. Vous faites vos courses, vous ne passez pas en caisse, vous validez votre panier sur un smartphone et c'est des ordinateurs et des caméras qui ont repéré ce que vous avez acheté. On y viendra peut-être. Par contre, c'est un cas d'usage qui aujourd'hui n'est pas plébiscité par les clients. Sinon, ils ne se rendraient pas en magasin et ils passeraient uniquement par du digital. Et vous me donniez chez vous l'exemple des caisses automatiques, très utilisées, voilà, quand trop de queues effectivement physiques, mais délaissées dès lors qu'il y avait la possibilité de passer en caisse. Oui, c'est un bon exemple, effectivement. Quand le client a le choix
entre une caisse automatique et une caisse physique, eh ben, il délaisse complètement la caisse automatique. En fait. Ça permet de réduire l'irritant quand il y a de l'attente en caisse et quand on est pressé et qu'on veut un choix alternatif. Mais quand on a le choix ou quand on a le temps, nos clients, en tout cas sur un commerce de proximité comme Franprix par exemple, vont préférer avoir le contact humain du passage en caisse et seront rassurés par le fait que ce soit un humain voilà, qui rend de la monnaie, qui échange plutôt que de tout confier à une machine. Sophie, je crois que votre mot d'ordre aussi, c'est la simplicité. Le micro, Pardon. c'est mieux. Non, je rejoins complètement ce que dit Laurent. Avant toute chose, il ne faut pas de trucs gimmicks, il ne faut pas de choses qui vont soi-disant être mises en place juste pour créer du buzz. Ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est quand ça simplifie et ça rend plus rapide, plus fluide la transaction. Et surtout, très très important, quand, comme tu l'as dit Laurent, c'est quand le côté humain, l'émotion passe. Vraiment, ça c'est clé. Et il y a des exemples, on a mis en place des choses il y a quelques années qui n'ont pas du tout marché, qui sont par exemple les miroirs connectés où on pouvait essayer comme ça virtuellement. Ça ne fonctionne pas. En revanche, dès que ça fait gagner du temps, dès que ça simplifie, dès que ça permet d'avoir un contact physique, mais un contact avec un client, avec un vendeur, pardon, mais fluide, là ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est comme ça qu'on choisit nos investissements en termes de digitalisation. Demain, de quoi la digitalisation du point de vente va être faite? Quelles tendances on peut d'ores et déjà discerner, tendances émergentes et qui peuvent fonctionner? Je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais simplifier les process, donc pour améliorer la productivité, monitorer la performance, pour justement identifier les leviers sur lesquels mettre l'accent et orienter aussi, puis former les équipes. Parce que là, notre table ronde, c'est digitaliser le retail, mais on pourrait aussi parler d'humaniser le digital. C'est hyper important. Et en fait, c'est les gens dans les points de vente qui vont aussi demain créer ce lien online. Donc, je pense que c'est cette omnicanalité dont parlait Sophie. Ça, c'est les grands défis de demain. Votre avis sur le magasin autonome, puisque Laurent en a parlé, c'est que c'est une tendance dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va donner? Je ne sais pas, mais moi, j'y crois pas trop, en tout cas dans la beauté, parce qu'on a besoin justement, quand on va sur le point de vente, rencontrer une conseillère beauté pour décoder justement les produits et accompagner un diagnostic. Après, ça marche certainement très bien dans l'alimentaire. Il y a les caisses Blablacar de Carrefour qu'on connaît. Non, c'est Blabla. Les oui, caisses La Blabla. caisse. Blabla caisse, voilà, les caisses de Blabla, voilà, c'est ça, dans mon sens. Mais en tout cas, nous, dans notre industrie, non, c'est pas franchement l'orientation. Mais la simplification, effectivement, du parcours d'achat, oui. Aller très vite si on veut payer tout seul, aucun problème. Mais pour autant, on va toujours avoir besoin de cet accompagnement des équipes. Dans les grands défis, je reviens aux grands défis un petit peu dans le désordre, vous me parliez aussi de personnalisation et d'inclusivité. C'était quand même les grands défis majeurs de la beauté, en tout cas? Oui, tout à fait. Donc j'en ai un peu parlé. Le one size fits all, comme on dit chez nous, chez L'Oréal, ça ne marche plus. Donc même pour un grand groupe qui distribue des produits mondialement à tous, cette dimension personnelle, inclusive, elle est hyper importante. Donc les diagnostics, la tech va nous aider à apporter cette approche et vraiment cette routine personnalisée. Et aussi à domicile. On a lancé avec Saint-Laurent un outil qui s'appelle Perso, qui est un objet dans lequel vous mettez des cartouches différentes couleurs pour créer un rouge à lèvres sur mesure et l'associer avec un vêtement, par exemple. Ça, oui, ça va se développer de plus en plus pour faire vraiment son produit à domicile sur mesure. Et je vous embête encore, vous me parliez aussi de la qualité de la data, qui était certes un sujet pas forcément nouveau, mais toujours aussi prioritaire. Il y a deux freins, on va dire. Il y a effectivement avoir une data et ne pas savoir l'utiliser correctement. Donc ça, je crois que c'est un des grands enjeux. Et ce matin, Thierry Cotillard, il le disait dans son keynote d'ouverture, ils ont 1 milliard de transactions, mais il faut en faire quelque chose. Donc, pouvoir manipuler cette data et la partager avec nos partenaires, les retailers, c'est hyper important pour nous. Parce que finalement, la data, elle appartient à qui? Elle appartient au consommateur. Donc, c'est à nous de trouver un moyen de collaborer ensemble pour leur fournir vraiment un conseil personnalisé. Donc, la data, c'est hyper important. Et l'autre sujet, c'est le support maintenance de tous ces outils qu'on déploie. Parce qu'objectivement, il n'y a pas un seul endroit dans le monde où quand on va, il n'y a pas un écran qui est cassé ou quelque chose qui ne marche pas ou le Wi-Fi qui est en panne.
Et ça, je suis désolée, mais la connectivité, c'est le succès de demain. Sinon, effectivement, on risque d'avoir des consommateurs qui vont se détourner très rapidement du produit et du service en pensant que c'est gimmick. Donc ça passe par notre crédibilité aussi de fournir un support et une qualité vraiment de haut niveau. Exactement. Laurent, les défis de demain pour vous, les choses à craquer? Alors moi, je vois pas mal de cas d'usage autour de l'utilisation des intelligences artificielles, notamment pour mieux prédire les commandes, pour me prédire les stocks nécessaires, parce que les ruptures, c'est un vrai sujet, notamment dans l'alimentaire. J'en parlais tout à l'heure pour réduire les ruptures en magasin, pour réduire la fraude, etc. Et l'IA générative aussi, notamment sur les vendeurs virtuels dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de cas pour aider le client à mieux choisir ses produits, qui vont continuer d'émerger. Après, il y a un sujet, c'est comment fiabiliser toute cette technologie, de s'assurer que ChatGPT raconte pas n'importe quoi et se mette pas à délirer pour vous proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez. Et il y a un sujet là-dessus, vraiment de fiabiliser l'utilisation de l'IA. Et donc ça, c'est une des menaces dans les années à venir également. Sophie, vous aurez le mot de la fin de cette table ronde, les grands défis de demain pour la digitalisation du point de vente? Alors, d'abord, il y a quand même une question de coût, parce que Laurent l'a dit, c'est quand même des coûts importants. Donc, si on veut avoir des outils qui fonctionnent, je pense que ce qu'a dit Élie, c'est hyper important. Quand on forme un vendeur, qu'on lui explique tout bien, et qu'il se retrouve, il n'y a pas de Wi-Fi dans le magasin, donc il n'arrive pas, je peux vous dire qu'il est bien mal face aux clients. Donc déjà, toute cette partie technique est hyper importante. La deuxième partie, c'est la formation des équipes, parce que je pense que tout le monde le sait, on a de plus en plus de mal de fidéliser, on a des turnovers importants dans nos équipes de vente, et quand on leur explique, le temps qu'on leur explique, ils sont déjà 6 mois après, ils sont déjà partis, donc il y a tout ce côté de training en permanence pour que nos équipes soient très à l'aise en face des clients, même des jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes dans nos équipes, en particulier à Citadium, ils sont parfois assez un peu comme ça, ils ont du mal à bien maîtriser cet outil. Et puis le troisième sujet, c'est aussi, je rejoins ce que disait Laurent, c'est toute la notion de stock. C'est comment on arrive à avoir vraiment des stocks hyper, non seulement unifiés, mais vraiment des stocks qui soient sûrs et qui permettent au client de mettre de côté facilement dans son magasin et de venir chercher le produit sans qu'il arrive en disant « Ah non, désolé, en fait, on n'a plus le produit ». Donc ça, c'est vraiment un des défis des prochaines années. Alors, ce sera la conclusion. Je vous remercie infiniment pour l'éclairage que vous nous avez apporté. Merci beaucoup.